Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va nous permettre d'introduire une histoire où l'espace et le temps semblent glisser l'un en dessous de l'autre. J'aurai d'ailleurs l'occasion, dans une prochaine vidéo également, d'aborder une histoire pas complètement similaire mais assez approchante pour essayer de montrer que l'espace-temps n'est pas toujours aussi régulier qu'on veut bien le croire. J'ai intitulé cette vidéo « Les fantômes du petit Trianon ». L'été 1901 s'annonçait particulièrement chaleureux à Versailles. Les jardins du château, habituellement si majestueux, semblaient assoupis sous le soleil d'août. Miss Charlotte Anne Elizabeth Moberly, directrice du St. Hugh's College d'Oxford, et son amie Miss Eleanor Jourdain, future vice-directrice de la même institution, ne se doutaient pas que leur promenade touristique allait basculer dans l'extraordinaire. Ces deux femmes distinguées représentaient parfaitement l'élite intellectuelle britannique de l'époque édouardienne. Miss Moberly, âgée de 55 ans, était une femme de caractère dont le port altier et le regard pénétrant imposaient naturellement le respect. Fille d'un évêque anglican, elle avait consacré sa vie à l'éducation et aux lettres. Son visage, aux traits fins, portait cette expression de dignité sereine, propre aux personnes ayant trouvé leur vocation. Miss Jourdain, plus jeune de quelques années, se distinguait par une vivacité d'esprit peu commune. Son intelligence acérée s'accompagnait d'une sensibilité artistique qui la rendait particulièrement réceptive aux atmosphères des lieux qu'elle visitait. Ses yeux vifs, derrière ses lunettes cerclées d'or, semblaient toujours en quête de découverte. Ce 10 août 1901, les deux amies avaient décidé de visiter le petit Trianon, cette résidence tant aimée de Marie-Antoinette. Elles avaient pris le train de Paris à Versailles. Après le déjeuner, par une après-midi moite, qui semblait dilater le temps lui-même, le domaine était étrangement désert ce jour-là, comme si une main invisible avait écarté tous les autres visiteurs. « Il y a quelque chose d'étrange dans l'air, » murmura Miss Jourdain, alors qu'elle s'engageait dans une allée bordée d'arbres centenaires. Miss Moberly acquiesça silencieusement, sans vraiment comprendre. L'atmosphère changea, semblait en effet chargée d'une pesanteur très inhabituelle, comme si le voile séparant le présent du passé s'était soudain aminci. Leur première rencontre avec l'inexplicable se produisit près d'un petit pavillon. Un homme, portant un chapeau à large bord et une cape sombre, apparut brusquement sur leur chemin. Son visage, marqué par la petite vérole, leur causa un malaise inexplicable. Il les salua d'un geste bref, avant de leur indiquer une direction, d'une voix un peu rauque. Plus tard, elles apprendraient que sa tenue correspondait exactement à celle en usage à la cour de Louis XVI. Suivant les indications de cet étrange personnage, elles s'engagèrent dans un sentier qu'elles n'avaient pas remarqué auparavant. L'air sembla alors se modifier subitement, comme si elles traversaient un rideau de gaz invisible. Les bruits modernes, le grincement distant des tramways, les voix des rares promeneurs, s'estompèrent complètement. Elles furent comme dans une sorte de chape de silence. C'est alors qu'elles la virent pour la première fois. Une femme était assise près d'un petit édifice vêtue d'une robe d'été légère et d'un chapeau à la paille très à la mode au XVIIIe siècle. Elle semblait dessinée ou brodée, parfaitement immobile dans la lumière dorée de l'après-midi. Miss Moberly ressentit immédiatement une impression de profonde mélancolie qui émanait de cette apparition. « Regardez son visage, chuchota Miss Jourdain. Ne vous rappelle-t-il pas les portraits de... » Elle n'acheva pas sa phrase. La femme avait levé les yeux vers elle, et pendant un bref instant, elle crut reconnaître les traits de Marie-Antoinette elle-même, telle qu'elle apparaissait dans ses derniers portraits, empreints d'une tristesse résignée. Cette première expérience troublante ne fut que le prélude à une série de manifestations encore plus extraordinaires. Déterminées à comprendre ce qui leur était arrivé, les deux femmes revinrent au petit Trianon en 1902. Séparément, cette fois. Miss Jourdain y retourna la première, par une journée de printemps. À peine avait-elle franchi les grilles du domaine qu'elle se retrouva plongée dans une atmosphère différente. L'air vibrait d'une manière particulière, comme chargé d'électricité statique.
Elle aperçut des jardiniers en costume d'époque qui travaillaient au parterre de fleurs. Leurs mouvements avaient quelque chose de mécanique, comme s'ils répétaient éternellement les mêmes gestes, des sortes de robots programmés. Plus troublant encore, elle entendit distinctement une musique qui semblait provenir du pavillon de musique, justement, alors qu'elle savait le bâtiment fermé au public. Les notes d'un clavecin flottaient dans l'air, accompagnées par moments d'une voix féminine fredonnant un air. Miss Moberly fit sa propre visite quelques semaines plus tard. Cette fois, elle vit une scène encore plus étonnante. Un groupe entier de personnes en costume du XVIIIe siècle semblait célébrer une fête dans les jardins. Au centre de ce tableau, vivant, se tenait à nouveau la femme qu'elle avait identifiée comme étant Marie-Antoinette, mais cette fois-ci, elle portait une robe de cour somptueuse. Elle riait au milieu de ses courtisans, comme si le temps s'était arrêté à une époque plus heureuse. Les années suivantes, les deux professeurs consacrèrent une grande partie de leur temps libre à chercher des explications à ces expériences étonnantes. Elles plongèrent dans les archives, étudièrent des plans anciens du domaine, interrogèrent les historiens. Leurs découvertes furent stupéfiantes. Le petit pavillon, près duquel elles avaient vu la reine, correspondait exactement à un kiosque, démoli après la Révolution. Les costumes qu'elles avaient observés correspondaient en tout point à la mode de 1789, y compris des détails qu'elles ne pouvaient pas connaître lors de leur première visite. Plus troublant encore, d'autres visiteurs commencèrent à rapporter des expériences similaires. Une jeune américaine, Miss Sarah Anderson, visita le Petit Trianon en 1907 et raconta avoir entendu des voix parlant français avec un accent du XVIIIe siècle. Elle décrivit également une odeur de poudre et de parfums anciens qui semblait suivre certains visiteurs qu'elle croisa dans les jardins. En 1908, un professeur d'histoire français, Maurice Dubois, fit une expérience encore plus extraordinaire. Alors qu'il effectuait des recherches dans les archives du domaine, il se retrouva soudainement transporté dans ce qui semblait être une réunion du conseil privé de la reine. Il put observer pendant quelques minutes Marie-Antoinette discutant avec ses conseillers de la situation politique de 1789. Les détails de la conversation qu'il nota scrupuleusement après coup contenaient des informations historiques qui ne furent confirmées que des années plus tard par la découverte de documents d'époque. Les manifestations au Petit Trianon n'étaient pas des cas isolés. D'autres lieux historiques commencèrent à rapporter des phénomènes similaires. Au château de Chambord, par exemple, une gouvernante anglaise, Emily Brooke, affirma avoir croisé François Ier dans un corridor en 1910. Elle le décrivit avec une précision troublante, mentionnant même une cicatrice sur sa joue gauche, détail qui n'apparaissait dans aucun portrait officiel, mais qui fut confirmé plus tard par des documents médicaux qu'elle retrouva. Au palais des Tuileries, avant sa destruction, plusieurs témoins avaient rapporté avoir vu le petit Louis XVII jouer dans les jardins, accompagné de sa gouvernante, Madame de Tourzel. Ces apparitions cessèrent après la démolition du palais, comme si les fantômes avaient besoin du cadre architectural original pour se manifester. En Angleterre, ce phénomène des glissements temporels devint suffisamment fréquent pour attirer l'attention de la Society for Physical Research. À Hampton Court, les apparitions d'Anne Boleyn furent documentées avec une rigueur scientifique inhabituelle pour l'époque. Des photographies prises en 1915 montrèrent des anomalies inexplicables, des silhouettes en costume d'époque qui n'étaient visibles que sur la pellicule. Face à la multiplication des témoignages, différentes théories furent avancées pour expliquer ces manifestations. Les parapsychologues parlaient de, je cite, « rémanence psychique », comme si les lieux historiques pouvaient enregistrer et rejouer les scènes du passé dans certaines conditions, comme une sorte de magnétoscope programmé. D'autres chercheurs évoquaient la possibilité de failles temporelles, des moments où le tissu de la réalité s'amincirait suffisamment pour permettre à avoir une vision d'un passé révolu. Cette théorie était particulièrement populaire parmi les physiciens qui s'intéressaient aux questions paranormales. Miss Moberly et Miss Jourdain développèrent leur propre interprétation, plus nuancée toutefois, dans leur livre « An Adventure », publié en 1911 sous les pseudonymes d'Elizabeth Morrison et Frances Lamont.
Elle suggérait que certains lieux chargés d'une histoire particulièrement intense pouvaient conserver une forme d'empreinte émotionnelle ou d'empreinte temporelle. Le petit Trianon, témoin des derniers moments de bonheur de Marie-Antoinette, avant la tragédie révolutionnaire, serait particulièrement propice à ces manifestations. Les apparitions du petit Trianon continuèrent sporadiquement tout au long du XXe siècle. En 1925, une jeune pianiste, mademoiselle Claire de Lamare, affirma avoir joué un duo au clavecin avec une mystérieuse dame en robe à panier qui disparut soudainement, laissant derrière elle une partition manuscrite qui s'évanouit quelques minutes plus tard. En 1937, un groupe d'écoliers en visite avec leur professeur vit distinctement une scène de la vie quotidienne du XVIIIe siècle se dérouler dans la laiterie de la reine. Des servantes en costume d'époque préparaient des fromages selon les méthodes anciennes. Le professeur, M. Laurent, nota que ses élèves décrivaient les détails techniques qu'ils ne pouvaient pas connaître, ce qui le troubla profondément. Pendant l'occupation allemande, les phénomènes semblèrent s'intensifier, comme si les tragédies du présent faisaient écho à celles du passé. Des soldats allemands rapportèrent avoir vu une dame en blanc errer dans les jardins la nuit, parfois accompagnée d'un son lointain, une sorte de marseillaise, de coups de canon, d'éclats. Miss Moberly et Miss Jourdain ne surent vraiment jamais expliquer ce qui leur est arrivé ce 1er août 1901. Elles maintinrent jusqu'à la fin de leur vie la véracité de leur expérience, malgré les critiques et les tentatives de debunking, pour faire moderne. Leurs témoignages, méticuleusement consignés, ouvrirent la voie à une nouvelle approche du paranormal. Au lieu de chercher des explications sensationnalistes, elles s'efforcèrent au contraire de documenter leurs expériences avec une rigueur académique qui caractérisait d'ailleurs leur travail universitaire. Aujourd'hui encore, le petit Trianon garde son mystère. Les visiteurs contemporains rapportent parfois des étranges expériences, des changements soudains de température, des parfums d'époque qui semblent apparaître et disparaître, et puis surtout des sons inexplicables. Le cas du petit Trianon n'est pas unique. D'autres lieux historiques à travers le monde rapportent des phénomènes similaires. Je vous en ai cité déjà quelques-uns, mais il y en a d'autres, bien sûr. Il serait très difficile de vous en dresser la liste exhaustive. Au château de Prague, des visiteurs affirment avoir vu Rudolf II dans sa chambre des merveilles. À la Tour de Londres, des apparitions d'Anne Boleyn sont si fréquentes qu'elles font presque partie du folklore local. En France, le château de Chenonceau est réputé pour ses manifestations paranormales. Catherine de Médicis, Diane de Poitiers et Louise de Lorraine y auraient été aperçues à diverses occasions. À Fontainebleau, Napoléon lui-même aurait été vu dans la bibliothèque, penché sur des cartes militaires par plusieurs témoins. Ces phénomènes soulèvent des questions fondamentales sur la nature du temps et de la réalité. Comment expliquer ces lambeaux du passé? S'agit-il véritablement de fantômes, ou bien d'échos temporels, ou d'autres choses encore plus mystérieuses? Les recherches modernes en physique quantique suggèrent que le temps pourrait ne pas être aussi linéaire que nous le pensons. La théorie des univers parallèles propose en effet que différentes époques pourraient coexister simultanément, séparées par des barrières normalement imperceptibles, mais qui, dans certaines conditions, deviendraient alors temporairement perméables. Le cas de Miss Moberly et Miss Jourdain reste un exemple fascinant de ces moments où le voile entre les époques semble se déchirer. Leur témoignage, remarquable par sa précision et sa sobriété, continue d'intriguer les chercheurs et les passionnés d'histoire. Peut-être le petit Trianon garde-t-il encore des secrets à révéler. Peut-être Marie-Antoinette continue-t-elle à hanter ces jardins qu'elle aimait tant, rejoint éternellement les derniers moments heureux de sa vie avant la Révolution, qui viennent tout bouleverser. Dans l'air parfumé des jardins de Versailles, quand le soleil décline et que les ombres s'allongent, il est encore possible d'imaginer que le temps n'est pas une ligne droite, mais un cercle, et que, quelque part dans une dimension parallèle, la reine continue de se promener dans son domaine bien-aimé.
ignorant encore le destin tragique qui l'attend. Les visiteurs modernes qui parcourent ces allées historiques gardent souvent un œil attentif aux coins d'ombre, au détour des chemins, espérant peut-être apercevoir eux aussi un fragment du passé, une silhouette en robe à panier, un visage d'un autre siècle. Car si l'expérience de Miss Moberly et Miss Jourdain nous ont appris quelque chose, c'est que la frontière entre le présent et le passé n'est peut-être pas si étanche que cela. Voilà les amis sur cette histoire qui bien sûr est très connue. Comme je vous l'ai dit en préambule, j'aurai sans doute l'occasion de vous raconter une autre histoire de glissement temporel. Alors d'après les recherches embryonnaires, parce que je n'ai pas eu le temps d'aller au fond, il semblerait qu'il y ait 2 pays qui soient majoritairement le terrain de ce genre de glissement temporel, respectivement la France, suivi de près par l'Angleterre, notamment la partie sud, c'est-à-dire Londres, et la partie un petit peu sud de l'Angleterre. Alors, est-ce dû à la présence de certains métaux dans le sous-sol? Je ne sais pas, ce sont des hypothèses qui ont été avancées, mises en avant. Est-ce dû à d'autres choses? Je ne peux pas, évidemment, vous le pensez bien, vous l'expliquer. Mais par contre, il y a quelque chose que j'ai eu personnellement la chance de vivre. Alors ce n'était pas du tout dans des lieux historiquement chargés, c'était véritablement dans un lieu très très ordinaire, c'était près d'un lac, il y a de ça quelques années. Et j'ai véritablement ressenti quelque chose, ça n'était pas une dilatation du temps, c'était une sorte de contraction du temps. Comme si mes pensées, mon action étaient d'un seul coup étouffé, vous voyez, comme s'il y avait une sorte de cocon invisible. Alors je continuais bien sûr à penser, à faire ce que je faisais, mais j'étais entré dans une sorte de, appelons ça méditation ou contemplation, c'est un peu ma faiblesse. Et donc dans ces états-là, généralement je reçois des informations, ou je perçois certaines choses. Bon bref, et bien là c'était l'inverse. À cet endroit-là, face à ce lac, eh bien, alors je ne vous dirai pas quel lac c'est, non pas pour faire un suspense, mais parce que il se passe également d'autres phénomènes. Mais c'est un lac en France bien connu. Allez, si je vais vous le dire quand même, ne faisons pas tant de mystère. C'est le lac de Sainte-Croix. Ça ne s'invente pas. Vous connaissez sans doute. Bien, à cet endroit-là, vous savez, l'eau change de couleur en fonction du... Mais il se passe plein de choses là-bas. Et notamment, cette expérience, alors, c'était pas une expérience voulue, j'ai vécu ça, je dirais, par hasard, si tant est que le hasard existe, où j'ai vraiment senti comme si le temps se resserrait, comme si le temps s'annulait. Alors je ne suis pas le seul, bien sûr, j'en ai parlé à beaucoup de personnes et dans certains cercles affinitaires, dira-t-on, et d'autres personnes, bien évidemment, dans d'autres endroits, ont ressenti la même chose. Mais c'est pour vous montrer que, comme le disait avec un certain panache le poète Jean Cocteau, qu'est-ce que le temps, interrogeait-il? Eh bien, le temps, c'est de l'éternité pliée en deux, disait-il, avec cette phrase magnifique, et nous vivons dans la pliure. Mais dans une pliure, il y a bien, voyez-vous, 2 côtés de la feuille, l'avant, l'après, qui parfois peuvent se chevaucher, comme cette pliure de la feuille. Eh bien, je reste persuadé que il est possible, alors je ne peux pas déclencher le phénomène, mais il est possible en entrant dans un certain état de conscience, et ça, certains clients qui sont venus faire de l'hypnose avec moi ou même à distance, eh bien je les ai approchés de cet état-là, où finalement les hasards sont abolis, comme disait Rilke, c'est-à-dire on réunit, voyez-vous, la feuille, et on entre dans un mode de perception qui est complètement atemporel, où effectivement les événements, les choses, eh bien, semblent se mélanger. Voilà, donc je ne suis pas étonné qu'au Petit Trianon, eh bien, il y ait eu cette expérience. Alors j'ai voulu vous la raconter parce que, mine de rien, cette histoire a ouvert la voie à tout un tas de travaux, de chercheurs, de toute plume et de tout poil, on va dire, plus ou moins sérieux d'ailleurs, mais qui s'intéressent justement aux failles temporelles.
à ces instants de glissement ou de dilatation ou d'ouverture. Alors n'hésitez pas bien sûr en commentaire si ça vous est arrivé, si vous acceptez bien sûr de partager avec nous ces expériences, eh bien je serais très curieux de voir comment vous l'avez ressenti. J'en ai parlé, hein, comme je vous l'ai dit, à différentes personnes, c'est assez variable d'une personne à l'autre. Et je reste intuitivement persuadé que c'est lié à la fréquence intrinsèque à laquelle nous sommes apparentés. C'est-à-dire si nous sommes, si vous voulez, sur une fréquence particulière, la faille temporelle va s'ouvrir, si l'on peut dire, manifester sa présence, mais dans le champ fréquentiel auquel nous sommes apparentés. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas tout voir. Vous voyez, ça me rappelle, vous savez, cette fameuse métaphore de l'éléphant, que vous connaissez très certainement. Il y avait un éléphant derrière une palissade, et puis les gens ne savaient pas, ils avaient les yeux bandés, il fallait qu'ils disent ce que c'est. Alors le premier passe la main, il touche la trompe, il va dire voilà c'est une espèce de tube un peu mou. L'autre touche la queue, il va dire que c'est un fouet. L'autre touche l'oreille, il va dire c'est du papier, etc. Donc si vous voulez, la réalité globale c'est l'éléphant. Mais moi, je vais peut-être percevoir l'oreille de l'éléphant, vous la trompe, quelqu'un d'autre la patte, que sais-je, en disant que c'est un tronc d'arbre. Donc, c'est la même chose, mais ça va dépendre de notre structure mentale et de la façon dont nous avons de percevoir la réalité. Et je suis persuadé que ces failles temporelles, eh bien, ce sont des espèces de rencontres, je ne sais pas comment l'expliquer, tout ça est très intuitif, mais ce sont des glissements sans être des glissements. C'est-à-dire que ça vient répondre également à quelque chose. C'est comme une synchronicité, en fait, mais atemporelle, qui transcende le temps. Parce que pour moi, le temps, c'est un petit peu comme un sandwich, vous voyez, avec différentes couches. Tout se passe en même temps. Imaginez, vous savez, dans le temps, dans les magasins, il y avait, quand on payait en carte bancaire ou quand il y avait des notes, il y avait un grand pic, vous voyez, métallique, et puis le commerçant mettait la feuille comme ça. Puis en fin de journée, il prélevait ses feuilles et puis il faisait le total de ses encaissements. Eh bien, imaginez ce pic qui est en spirale, et chaque couche de temps qui se touche, hein, puisque c'est dans la même journée, mais il y a eu le début de la journée, le milieu de la journée et la fin de la journée, eh bien, dans notre référentiel à nous, nous pouvons avoir accès, par cette tige ici, à l'ensemble des strates, à l'ensemble des couches temporelles. Alors, c'est pas une explication, c'est un petit peu intuitif, donc pardonnez-moi pour ce manque de précision, mais sachez que la France est l'un des pays qui recense le plus d'événements comme celui-ci. Et du reste, j'aurai l'occasion, il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus, sur Jean Romier, qui est un cas quand même, alors qui est documenté quand même, pour la petite histoire, dans les archives de la police judiciaire. Donc là, pour qu'il y ait une enquête de mener, même à l'époque, on sort, je dirais, de la divagation ou de... D'accord? Là, on est vraiment dans le concret. Donc vous verrez ça. Voilà les amis, je m'égare encore. Je suis décidément incorrigible et trop bavard. Mais apparemment, vous aimez ça, donc tant mieux. Je vous embrasse, merci de votre fidélité. Et la semaine prochaine, eh bien, je vous livrerai une autre histoire, un petit peu différente cette fois. Voilà les amis, à la semaine prochaine.